Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour débuter une 10e saison du Récap Info. À quelques mois des élections européennes, à 1 an et demi des municipales, le débat politique s'annonce passionnant. Les partis traditionnels sont bousculés par la recomposition imposée par l'arrivée des marcheurs d'Emmanuel Macron. Les leaderships nationaux sont très contestés. Alors n'en doutons pas, le débat politique sera vraiment passionnant. Plus que jamais, le décryptage et les mises en perspective seront donc essentiels et le principe du Récap Info reste le même. Nous sommes ensemble pour savoir et pour comprendre. Avec un invité chaque semaine, nous prendrons le temps d'expliquer des sujets parfois un peu complexes. Et des sujets techniques, il y en a à la métropole de Grenoble. Pourtant, c'est elle désormais qui gère une bonne part de nos vies quotidiennes. Alors, premier invité cette saison, c'est Christophe Ferrari, le président de la métropole, maire de Pont-de-Claix. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de lancer cette nouvelle saison. D'abord, la recomposition politique que j'évoquais à l'instant. Vous avez, il y a quelques mois, claqué la porte du Parti socialiste. Alors, on vous savez un peu déçu par le quinquennat Hollande, mais de là à quitter le navire en pleine tempête. Non, c'est pas quelque chose qui a été finalement soudain. C'est tout simplement une évolution qui a fait qu'à un moment donné, ce décalage qu'il peut y avoir entre ce qui est porté nationalement et moi, ce que je vis dans mes mandats de maire, de Pont-de-Claix, de président de la métropole, finalement dans la réalité du concret, de la vie, et en même temps, ça se croise avec ses convictions profondes. Je trouvais que finalement, c'était assez peu logique que je reste à l'intérieur dans une famille où finalement ce qui est porté était totalement en décalage avec des réalités. Donc voilà, j'ai simplement dit je pars, mais en fait j'ai toujours été un militant très libre et tout le monde le sait. Ça m'empêche pas d'avoir des convictions de gauche profondément ancrées, mais qui est aussi attaché à écouter ce qui se dit de toutes parts. Parce que c'est ça, je pense, un responsable politique, c'est de savoir entendre, de savoir écouter, d'avoir des convictions profondes et de savoir avancer et évoluer. Mais enfin, militant depuis 30 ans au Parti socialiste, il y avait une possibilité peut-être de faire évoluer les choses de l'intérieur plutôt que d'en sortir. Je ne pense pas que c'était possible de l'intérieur. Je ne le reconnais plus, le Parti socialiste. C'est ce que vous aviez dit à l'époque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je considérais qu'à ce moment-là, de l'intérieur, c'était juste avant la phase de congrès. Il ne me paraissait pas possible d'inverser. D'abord parce que je pense qu'il y a fondamentalement un regard sur le quinquennat Hollande qui n'a pas été fait. C'est compliqué pour Olivier Faure, je l'imagine. Le nouveau patron du PS. Pour le nouveau patron du PS. Mais c'est indispensable. Puisqu'il y a eu, dans ce quinquennat, finalement, 3 grands éléments qui ont été, je dirais, des éléments de rupture, des éléments qui ont vraiment marqué la déchéance de nationalité. Finalement, pourquoi faire? Pour rien. Et qui a été, là aussi, assez dur en termes, finalement, d'identité, de reconnaissance de ce qu'est le citoyen. Ça, c'était un vrai sujet. La loi El Khomri, la loi travail, qui, là, n'était pas du tout dans ce qui avait été porté pendant la campagne, et je pense qu'il n'avait pas besoin d'y être, qui a été un élément qui a été beaucoup porté par Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, à l'époque, qui, je crois, a fracturé la gauche entière, mais aussi, tout simplement, les militants socialistes. Et puis, dernier point, je pense, une absence de vision sur ce qu'était la capacité des socialistes, potentiellement, à transformer durablement la société. Quand vous voyez aujourd'hui François Hollande qui refuse de quitter la scène politique, on le voit bien au hasard de la promotion de son ouvrage, donner des leçons, critiquer, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense qu'on a servi à un moment donné pour le pays. Je pense que revenir n'a pas de sens. Voilà. Et je considère qu'aujourd'hui, il n'aide pas sa propre famille politique par ce qu'il fait. Je pense qu'il soit toujours un acteur. On est toujours ancien chef de l'État et on a toujours des choses à dire, évidemment. Mais de là, finalement, à occuper un espace comme celui-là, je considère que ce n'est pas... finalement, il ne rend pas service à la gauche. Votre prise de distance vis-à-vis du Parti socialiste, certaines mauvaises langues pensent que c'est pour mieux vous rapprocher de vos partenaires de la majorité métropolitaine qui sont un peu plus à gauche que ne l'a été le Parti socialiste. Ils me connaissent mal parce que, d'abord, j'ai toujours été un militant très libre, même appartenant au Parti socialiste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer des convergences. C'est pas de défendre une boutique. La seule boutique qui est la mienne, c'est le territoire.
Donc, ce qui permet de créer, à un moment donné, des convergences et finalement des vraies avancées, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on ne peut pas le faire sans majorité. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que j'étais aussi respecté lorsque j'appartenais au Parti socialiste. Certains me disaient, mais comment tu fais? Bien sûr, ils me posaient la question, mais voilà. Mais finalement, j'ai eu peu de questions sur ces sujets. Après, vous savez, pour que les choses soient très claires, moi, j'ai eu l'ensemble des responsables socialistes, je les ai tous eus au téléphone. Parce que je suis quelqu'un, je pense, de loyal, qui explique le chemin qui a amené vers cette décision. Parce qu'il y a le Parti socialiste d'une part, et ensuite les personnes. Il y a des personnes avec qui j'ai toujours de très bonnes relations, et je continue à en avoir. J'ai beaucoup d'amitié pour certaines, et évidemment, je continue à en avoir. Mais je crois qu'on ne peut pas rendre affectif les choses de cette façon-là. Si on est dans un parti politique que pour des raisons affectives, ça n'a pas de sens. On est là pour transformer la société. Et du coup, voilà, naturellement. Mais je pense que ça n'a pas fait tant débat que ça. Dans la recomposition politique que j'évoquais, il y a aussi les insoumis. Vous vous sentez proche de ce mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon? Enfin, le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle dénote quand même quelque chose en termes, finalement, aussi d'approche d'un certain nombre d'électeurs de gauche. Bon, il est arrivé quatrième, quand même. Il est arrivé quatrième, mais avec un score quand même assez élevé. Je pense parce que celui du Parti socialiste était faible. La vraie, oui, peut-être. Puis parce que Jean-Luc Mélenchon est aussi quelqu'un qui porte une approche, on peut aimer ou pas aimer. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aime plutôt dans ce qu'il dit. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, là aussi, nous posent une question très simple. Ça pose la question aussi du départ du lot, de la capacité à transformer un système dont nous savons que durablement, il n'est pas tenable pour la planète. Donc, nous devons nous poser la question, quel modèle de société on doit réinventer? On voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron déçoit parce qu'il n'est finalement que dans une forme de continuité d'un système qui ne règle pas un certain nombre de questions. Donc, un système trop libéral, c'est ça? Pour moi, oui, il l'est. Emmanuel Macron a montré qu'il était, pour l'essentiel, libéral. Libéral, pas sur les questions de société. On a vu peu de choses sur les questions de société. Le vrai libéral, normalement, il l'est dans l'ensemble des choses, quand on regarde les anglo-saxons. Là, il ne l'est pas. Économiquement libéral. Économiquement libéral. Donc, finalement, d'un monde ancien, quand même. Ça veut dire que l'idée de la décroissance, qui est portée par certains élus à Grenoble en particulier, cette idée de la décroissance, elle n'est pas pour vous déplaire? Moi, je ne comprends pas le mot décroissance. Je ne comprends que le mot développement. Le progrès de l'homme n'est basé que sur le développement. Maintenant, si le développement, nous savons qu'il doit répondre à d'autres enjeux. Des enjeux de protection de la planète. Donc c'est un nouveau modèle de développement qui est aussi finalement respectueux du sujet du changement climatique, de nos ressources. Et nous, territorialement, dans les Alpes, on sait qu'on a des ressources qui sont fragiles. Donc on doit penser à un nouveau mode de développement. Mais ce n'est pas la décroissance. Mais ça veut dire que la croissance économique, telle qu'on l'entend, ne doit pas être le seul marqueur? Non. Mais il ne l'est pas pour beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise aussi. Il y a des chefs d'entreprise qui sont totalement conscients de ce qu'ils apportent aussi et de ce qu'ils créent en termes d'impact sur l'environnement. Et ils ont une responsabilité sociale de leur entreprise. Donc c'est à la fois cette approche sociale, cette approche environnementale. Donc c'est un nouveau modèle qu'il faut penser. Sauf qu'on mesure la réussite d'une politique publique essentiellement au chiffre de la croissance. On dit, tiens, la croissance sera de 2% cette année, c'est pas mal. Si elle est de 1,8, on a échoué. La politique d'un pays, c'est pas des chiffres seulement et des marqueurs qui sont décidés par des agences économiques ou autre chose. La politique, c'est une orientation. Ensuite, il y a eu des marqueurs et des façons de caractériser la croissance. Il peut y en avoir d'autres, non? Ou alors on est dans un monde fermé qui n'évolue pas, qui ne s'évalue pas. Enfin, le bien-être des gens, c'est un vrai sujet. La qualité de vie des gens, c'est un vrai sujet. On ne fait pas de la politique pour autre chose. J'évoquais tout à l'heure les prochaines municipales, c'est dans 1 an et demi maintenant, en 2020, des élections qui seront essentielles puisqu'elles déterminent la majorité de la métropole. Vous entendez les forces locales d'Emmanuel Macron qui disent vouloir faire basculer la métro? Je les écoute. J'écoute, je lis. Après, moi, vous savez, je ne suis pas dans les municipales aujourd'hui. Il reste 1 an et demi. Il faut travailler, il faut continuer à travailler. On a plein de sujets, de nombreux sujets sur le territoire de la métropole. Bon, voilà, basculer, pourquoi? Pour quel projet? Quel est le projet qui est posé? Moi, je ne l'entends pas. Donc, voilà, moi, c'est
Vous savez, c'est en fait, moi, véritablement, ce qui m'intéresse, c'est le fond des choses, c'est les sujets qu'on traite, c'est comment on règle un certain nombre de questions du quotidien des gens, comment on est attractif sur cette métropole, comment on attire des entreprises sur notre territoire, comment on règle la qualité de l'air, comment... C'est cela qui m'intéresse, donc pas des sujets de coups politiques des uns des autres. Oh, vous entendez quand même les députés En Marche, Émilie Chalas, Olivier Véran, qui ne manquent pas une occasion d'étrier Éric Piolle. On voit bien que chacun, quand même, se prépositionne, en tout cas. Oui. Bon, après, moi, je ne vais pas commenter ce que dit chacun, les uns les autres. Alors précisément, vous évoquiez la vie quotidienne. Cet été, dans la vie quotidienne des métropolitains, des Grenoblois, il y a eu la question de la sécurité. Grenoble a été présenté il y a quelques jours encore sur des grands médias nationaux comme le Chicago français. On se souvient cet été de la mort absolument impardonnable d'Adrien Pérez devant une discothèque, des agressions très violentes et souvent gratuites qui font la une des journaux. Il semble qu'à Grenoble, l'autorité des uns et des autres est défiée. Comment est-ce que vous avez vécu cette question de la sécurité cet été ? J'ai été profondément ému, touché, bouleversé par la mort d'Adrien Pérez, dans un moment qui est finalement celui de soirée entre jeunes, où on veut passer du bon temps avec ses amis. Et c'est absolument, ce passage à l'acte est absolument odieux et détestable. Et j'espère qu'évidemment... les meurtriers seront condamnés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Mais on a entendu aussi la détresse des parents qui appellent les responsables, politiques notamment, à plus qu'un discours de compassion. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Nous avons dans ce territoire un manque de moyens qui est historique. Et les maires de Grenoble, comme celui d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Hères, l'ont posé. Nous avons une augmentation des moyens sur le champ de la gendarmerie. Nous n'avons pas eu d'augmentation de moyens sur le champ de la police nationale et il y en a besoin. Nous avons un déficit de policiers sur le terrain. Nous avons un déficit aussi sur des enquêtes, que ce soit au niveau financier ou d'autres, parce que tout ceci, c'est des trafics organisés qu'il nous faut absolument anéantir. Mais cela, il faut du travail d'enquêteur. Il faut donc des moyens supplémentaires de la part de l'État. C'est évident. Et il faut ensuite, je dirais, un ensemble d'acteurs qui se mobilisent et qui se mettent en mouvement l'ensemble. Les maires, bien sûr, puisque ce sont eux qui ont les pouvoirs de police, avec l'État. Mais vous entendez ceux qui disent que le maire de Grenoble ne fait pas suffisamment dans ce domaine et qu'il s'en remet un peu trop à l'État. Je l'entends, mais il faut... J'ai lu aussi ces propos il y a quelques jours dans le quotidien local. Je pense qu'il y a besoin que tout le monde se mette en mouvement sur ces sujets. Moi, je ne suis pas dogmatique sur le sujet de la sécurité. Je considère que c'est la première des libertés fondamentales, que c'est un vrai problème aujourd'hui pour à la fois la qualité de vie des habitants de la métropole, ce sujet de l'insécurité. Pour moi, donc, ça m'interpelle en tant que président de la métropole. C'est aussi un vrai sujet d'attractivité de la métropole. Quand vous savez qu'on vous parle ailleurs, à différents endroits dans le pays, des sujets d'insécurité... À Grenoble, j'aimerais qu'on parle d'autre chose de la métropole grenobloise. Il faut que... Et la métropole, elle sera aux côtés, évidemment, de l'ensemble, des maires, des policiers, des gendarmes, de la justice, pour porter les nécessités de besoin et aussi l'articulation nécessaire entre les uns et les autres. Je vais proposer des choses au niveau de la métropole. La métropole n'est pas compétente en matière de sécurité. Le président de la métropole n'a pas de pouvoir de police. Le maire de Pont-de-Claix en a sur son territoire. Et il agit évidemment sur son territoire. Vous pourriez convaincre vos collègues de créer une police métropolitaine. Il faut poser la question en quoi la métropole peut apporter une plus-value qui amène des éléments supplémentaires sur le territoire de la métropole. Et là, nous travaillons. Je travaille avec le préfet. Je travaille Alors, quelle avec les forces de proposition police. concrètement ? Nous allons voir. Nous sommes dans l'idée de poser des éléments de convention d'action entre la métropole, ses 49 maires, la police, la gendarmerie et l'État, ce qui serait quand même assez unique, où là on poserait des éléments, je dirais, de travail nouveaux, la conférence des maires, les 49 maires de la métropole, dans une dynamique de travail collectif, et je dirais avec l'ensemble des acteurs. Il faut faire un pack commun, mais fait vraiment, encore une fois, de ce point de vue-là, jouer vraiment collectif. Parmi les acteurs, il y a bien sûr la justice qui en est bien souvent réduite, elle aussi, à demander davantage de moyens et aussi à rappeler les règles de base. Écoutez, Jacques Dallest, c'est le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est que malheureusement, il y a de la violence dans l'agglomération grenobloise.
Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une augmentation des violences ordinaires, pas forcément des agressions crapuleuses, mais des violences, des coups, des bagarres, ce genre de choses, avec une inquiétude aussi sur le fait qu'un certain nombre de personnes se promènent avec des couteaux, des cutters, des armes blanches. Ça nous inquiète, parce que si vous vous promenez avec un couteau sur vous, en cas d'incident, d'altercation, vous risquez de vous en servir. Et malheureusement, on déplore régulièrement, pas forcément des meurtres, mais quelquefois des violences, des coups portés. Il faut que nous luttions fermement contre cela, et c'est d'ailleurs l'objet de la démarche que j'ai faite auprès des procureurs, pas seulement celui de Grenoble, mais ceux des 4 autres procureurs de la Cour d'appel de Grenoble, pour les sensibiliser, leur rappeler la fermeté nécessaire dans la réponse qu'on doit apporter aux personnes, contre les personnes qui sont porteuses de couteaux, des armes blanches. On considère qu'on peut se promener comme ça en toute liberté avec un couteau, ce qui n'est pas autorisé par la loi, et il faut le rappeler. Que la justice en soit réduite à rappeler ce genre de règles, c'est quand même étonnant. Oui, parce qu'il y a eu une forme, il y a des passages à l'acte dans cette agglomération et dans ce territoire qui amènent justement à cela, à des rappels. Ça veut dire que l'autorité a perdu du terrain de façon considérable. Bien évidemment, mais cela fait de nombreuses années que les niveaux d'insécurité sont plus élevés dans le territoire. Donc c'est là où il faut, je pense, et je dirais, mettre les moyens supplémentaires. La vraie question, c'est que là, il doit y avoir un consensus politique. On ne doit pas jouer des coups politiques entre les uns et les autres, entre les députés, le maire de Grenoble, d'autres. Ouais, enfin, il faut que tout le monde porte l'idée qu'il y a besoin de moyens supplémentaires. Je pense que tout le monde le partage, ça. Eh bien, il faut. Moi, je serai attentif de voir comment aussi chacun se positionne sur les demandes qui sont exprimées par les uns et les autres en termes de moyens supplémentaires. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il viendrait à Grenoble. En tout cas, il réunirait les acteurs de l'agglomération. J'ai vu que Renzo Sully était allé voir le cabinet. Tout cela est bien, tout cela va dans le bon sens. Et encore une fois, moi, j'exprimerai toujours ce besoin-là, ce besoin collectif de faire masse et d'action. Mais il faut aussi que la réponse judiciaire soit aussi derrière. Parce que on le voit des fois, et nos concitoyens nous le disent, qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi certaines décisions ne se font pas. Mais je sais que la justice est très attentive à ça pour aussi expliquer, parce que c'est cet élément-là qui est aussi finalement essentiel. Allez, on avance un petit peu. J'évoquais les municipales, quand même, une petite parenthèse. Vous êtes maire de Pont-de-Claix, vous achevez votre 2e mandat. Vous avez été élu en 2008, réélu en 2014. Bon, vous repartirez en 2020. C'est trop tôt pour le dire. Moi, Non, mais c'est trop tôt parce que, en fait, je crois que, en fait, quand on a un mandat de 6 ans, on travaille pendant 6 ans, donc on ne se pose pas la question. Moi, je n'aime pas. Je trouve que c'est finalement pas respectueux des électeurs qui vous ont élu. Bon, alors je pose la question autrement. 13 ans de mandat municipal, c'est très très long. Vous êtes pour le cumul, la limitation du cumul à 2 ou à 3 mandats? Moi, j'ai plutôt à 3 mandats. Ah, d'accord. Mais c'est ce qui était dans la loi. C'est ce qui est proposé. Oui, exactement. Mais c'est un élément de réponse pour 2020. Un autre mot technique sur l'élection des conseillers métropolitains. Vous savez, aujourd'hui, ils sont fléchés sur les listes municipales, les listes qui gagnent, donc les élections municipales. Certains défendent l'idée d'une élection au suffrage universel direct, c'est-à-dire sans représentation des résultats dans les communes. Votre choix, c'est quoi? Moi, je suis pour une élection au suffrage universel direct. Quand vous avez un budget de la métropole qui est à près de 800 millions d'euros, on va bientôt être au milliard, je pense qu'il est normal qu'il y ait un vrai débat métropolitain. Donc, pas simplement dans les élections municipales, mais un vrai débat. Par contre, je suis pour la représentation de chaque commune. Chaque commune doit être représentée. Après, donc, il y a 2 collèges, alors. Mais le code électoral, le droit électoral est le plus créatif de ce pays. Je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver une option qui permet aux 49 communes d'être représentées, d'avoir une représentation de la population. Mais finalement, la métropole, vous savez, c'est la métropole, mais ces communes, c'est l'ensemble qui fonctionne. Eh bien alors, donc, le système du fléchage est le bon. Le système du fléchage, il n'est pas forcément le bon parce qu'il ne permet pas de créer, finalement, je dirais, un débat métropolitain et finalement des équipes qui se présentent avec un projet métropolitain. Donc il faut un débat métropolitain, mais il faut que les communes continuent à être intégrées dans le conseil métropolitain. Bien sûr. Bon, donc on aurait une partie des élus élus. Mais vous savez, le schéma avait existé. Le schéma avait existé, puisqu'il y a des débats qui ont été organisés par le C2D, le Conseil de développement de la métropole, qui nous ont bien montré qu'il y avait des propositions, elles existaient, elles sont possibles. Voilà, même le sénateur Savin a fait des propositions en ce sens. C'est pour vous dire que ce n'est pas un sujet qui est finalement politicien, c'est un sujet qui est transpartisan,
parce qu'on est surtout des métropolitains et à un moment donné, il est normal quand même qu'on parle de mobilité, qu'on parle de développement économique, qu'on parle de grands sujets territoriaux, peut-être de sécurité d'ailleurs. Mais il est essentiel aussi que les communes restent représentées au sein de la métropole. Pour moi, la commune, c'est l'élément de base de la démocratie. Ça doit le rester. Allez, on va évoquer plusieurs dossiers qui, n'en doutons pas, vont animer le débat des prochaines municipales et peut-être des prochaines métropolitaines. Celui qui ne pourra échapper à personne, c'est la requalification, le chantier sur le Rondeau et la 480. Un chantier évidemment très perturbant. Il devrait commencer quand, l'an prochain ? En fait, on a des travaux préparatoires qui ont commencé. Les métropolitains voient très bien des trois voies à des endroits, etc. Ils commencent à imaginer ce que pourrait être finalement le futur aménagement. D'abord, il faut se féliciter du fait qu'on en soit là. Il y a quelques années de cela, on était ici sur ce plateau, vous me demandiez mais est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que vraiment... Ça a pris du temps, quand même. Oui, comparativement aux 30 ans qu'on attend, c'est finalement assez court. Et du coup, on va démarrer vraiment les travaux l'année prochaine, printemps 2019, pour ensuite jusqu'en 2022 et 2023. 2023, pour dire les choses simplement. C'est des travaux compliqués, mais ça montre aussi, finalement, à la fois l'aménagement de la 480, de l'ensemble des échangeurs était nécessaire. Donc, ce n'est pas des petits travaux. C'est pas un petit coup de rustine, c'est vraiment d'une très grande ambition. Le rondeau, les deux voies qui permettent de séparer les flux. Le passage souterrain qu'on voit ici au niveau des Chirolles. Exactement. Donc voilà, c'est à la hauteur des enjeux. Alors je sais que ça va être perturbant. Il faut qu'on soit bon sur les travaux. Il faut que l'État et AREA soient aussi dans leur communication très concret, quotidien, parce que en fait, il faut aider les gens à finalement, dans leur vie quotidienne, comment je vais au travail, comment je vais à l'université. 100 000 véhicules jour qu'il va falloir orienter. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des propositions, une voie réoccupation multiple pour permettre le covoiturage, faciliter le covoiturage dès le début des travaux, pour que là, on puisse créer des dynamiques. Voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. Actuellement, il y a une enquête publique sur ce sujet, plus spécialement sur le volet environnemental. Oui. Bon, de toute façon, la déclaration d'utilité publique est signée, donc les choses sont faites. Sont pas faites parce que c'est important, les sujets environnementaux sont importants. On avait des vrais sujets sur la question des digues. Vous savez que la 480, c'est une digue qui protège, donc il faut s'assurer de sa solidité. Il faut surtout s'assurer que les travaux qui vont être faits ne vont pas fragiliser et du coup mettre en insécurité des populations. Donc ça, c'est tout le travail qui a été mené avec le SIMBI, le syndicat intercommunal qui gère ce sujet finalement de la gestion des milieux aquatiques, du risque. Berges de l'Isère, du Vrac. Donc là, on a eu plutôt des éléments positifs. Après, il y a d'autres choses encore en termes de protection qu'il faut vraiment bien faire. Parce que, justement, c'est important que chaque étape soit soignée. Parce que moi, mon but, c'est qu'on arrive au bout. Et parfois, quand on veut aller des fois trop vite sur des sujets, on en oublie des choses. Et puis, voilà, il y a des choses qui... Puis il y a des associations ou des collectifs qui veillent au moindre petit grain de sable. Mais ils ont raison de le faire. Mais il faut être attentif, nous, d'être aussi exigeants. C'est pour ça que la métropole avait émis des réserves. Et ces réserves ont été toutes levées. Et il faut continuer dans ce travail finalement qualitatif, parce que c'est bien sûr les usagers de l'autoroute, mais c'est aussi les riverains. Et il faut tenir compte, pollution de l'air, le bruit, autant de choses. Donc voilà. Fin de cette enquête publique le 3 octobre. Vous pouvez bien sûr y participer dans toutes les communes qui sont directement concernées par ce projet. Ces travaux seront très perturbants, on l'a dit. Vous prévenez les habitants de la métropole. Attendez-vous à un enfer pendant 3 ans. On parle notamment d'une interruption totale du trafic de 6 mois à 1 an sur le Rondeau. Je crois qu'il faut aussi faire confiance. On a des maîtres d'ouvrage qui ont l'habitude de ces chantiers. Alors peut-être un peu moins des chantiers en milieu urbain, mais on a des entreprises qui vont faire les travaux, qui ont aussi des expertises là-dessus et qui savent faire des choses. Donc, il faudra dévier le trafic. Oui, il faudra dévier des trafics. Mais vous savez que déjà on dit il n'y aura pas 2 bretelles qui seront fermées, etc., etc. Donc voilà, on ne va pas avoir mal avant d'avoir mal. On va essayer de trouver des solutions. Ça va être compliqué. Après, le but derrière, c'est quand même que ça soit plus fluide dans l'agglomération. Donc, tout ça, c'est aussi pour cela. La crainte particulièrement des commerçants de Cessin et Cessigné, vous l'avez entendu, ces derniers jours, ils craignent d'être totalement isolés par le chantier. Ils demandent à être entendus et soutenus.
Ils sont soutenus. Nous avons été toujours là, à un moment donné, aux côtés des maires, d'ailleurs, aux côtés des entreprises, pour les mettre en relation avec à la fois AREA et avec l'État, essayer de trouver des solutions alternatives, peut-être des options qui permettent d'eux. Donc ce travail a été fait. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, mais qu'ils entendent aussi. Donc il faut aussi que les habitants aient ce réflexe que, malgré les travaux, ils puissent continuer à aller chez leurs commerçants où ils ont l'habitude d'aller. C'est aussi de notre responsabilité à tous de ne pas se dire « oh là là, ben c'est compliqué ». Mais non, parce que j'ai un commerçant, ses employés, leur vie, il faut aussi, c'est aussi une démarche citoyenne. On va continuer à parler de déplacement. Actuellement, le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun, porte le PDU, le plan de déplacement urbain. Ce PDU qui est une vaste réflexion qui organise les mobilités à l'échéance de 2030. Donnez-nous un ou deux exemples de réalisations concrètes qui sont contenues dans ce document que certains appellent un catalogue de bonnes intentions. C'est étonnant parce que certains nous disent qu'il n'y a pas et d'autres nous disent que c'est un catalogue de bonnes intentions. Il y a 79 actions qui sont dans ce PDU qui a été évalué financièrement à plus de 2 milliards. Donc c'est pas une paille, c'est 2 milliards à l'horizon 2030, c'est pas loin 2030. Vous avez des projets qui sont connus, le métro câble qui est connu, vous avez tout simplement un grand sujet ferroviaire qui est posé dedans. C'est le sujet du RER métropolitain qu'on veut inscrire dans la loi LOM, qui est actuellement en préparation. Tout simplement l'idée qu'on ait une desserte cadencée entre Moirans et Brignoux au quart d'heure, c'est ça l'idée, et ensuite vers le sud, de Grenoble jusqu'à Clair à la demi-heure, comme une espèce d'armature où viendront s'arrimer déjà un réseau de transport qui est quand même extrêmement développé, ces lignes de tram, etc. On a sur le tram un sujet au-delà de l'extension à Pont-de-Clé et le bout de Louise Michel aussi qui sera fait. Ça, c'est très concret. On a aussi les intermaillages des lignes de tramway. Donc, c'est ces fameuses nouvelles lignes qui sont en fait des liaisons. Oui, mais ce qui change totalement les origines-destinations des habitants. Le fait de dire je pourrais partir de Fontaine-la-Poya et je pourrais aller finalement, non pas simplement à Grand Place, mais au campus universitaire, ou bien à peut-être tout simplement à d'autres endroits dans l'agglomération, comme le Fontanil, ou etc. C'est vraiment, là aussi, on augmente les possibilités. Donc c'est beaucoup un PDU de service qui est aussi au service du changement de comportement, parce que nous avons besoin de changer de comportement. C'est aussi le sujet du covoiturage. La voirie à occupation multiple entre Vorep et Saint-Égrève qui permettra, avec des zones de parking, de stockage, qui permettront en fait de covoiturer plus facilement. C'est le projet qui va viser à augmenter, à massifier le covoiturage dans l'agglomération. Ce PDU, il est présenté comme finalement un projet de rééquilibrage des moyens de se déplacer, essentiellement au détriment de la voiture, on est d'accord ? Finalement, oui, il porte des éléments de report modaux, mais il les organise. Après, si quelqu'un veut toujours prendre sa voiture, quand on fait la 480 et le Rondeau, c'est pas pour y faire une voirie à occupation multiple, pas pour créer une passerelle cyclable. C'est parce qu'on veut améliorer la vie des automobilistes. Mais en même temps, on fait des pistes cyclables qui traversent, on crée toutes les conditions pour l'ensemble des mobilités. Finalement, un PDU à 2 milliards d'euros, on réussit pas à comprendre pourquoi on n'a pas abouti sur la question de la gratuité des transports publics dans la métropole. Dunkerque, une agglomération de 200 000 habitants, vient de décider la gratuité de ces bus et de ces trams. Est-ce que cette mesure, finalement, c'est pas une mesure forte qui serait restée comme celle de cette mandature ? C'est un vrai débat. C'est un débat passionnant, le sujet de la gratuité. Ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte quelques dizaines de millions d'euros. À l'échelle de 2 milliards sur 10 ans. Mais le fonctionnement, en fait le fonctionnement annuel du service de mobilité a des ressources qui sont payées par les entreprises, a des ressources qui sont payées par les usagers et des contributions qui viennent des collectivités. Vous enlevez la part des usagers, il faut la compenser. En plus, il faut de fait aussi augmenter les capacités, parce que tout simplement, il y aura évidemment, mais ce qui est une bonne chose, peut-être plus de gens sur les... C'est l'objectif. Bien sûr, mais il faut l'accompagner. Donc, ce n'est pas simplement la perte de la recette des usagers, il faut aussi accompagner. Après, vous voyez qu'il y a aussi des éléments qui sont posés dans certains bouts de la loi. C'est que si vous avez la gratuité, le versement transport
ne peut plus être posé par les entreprises. Donc vous perdez la contribution aussi potentiellement des entreprises. Là, il y a une évolution législative à obtenir. Oui, mais enfin, donc voilà, ça se décrète pas. Ça se décrète pas comme ça. Après, moi, je vous dis simplement, il y aura un sujet simple. Quand on est sur de la TVA qui est à 20% sur de la mobilité, alors que c'est les sujets de la vie quotidienne, on pourrait la mettre à 5,5%. Ça nous aiderait beaucoup dans nos budgets. Ça permettrait là aussi de créer des potentialités. La mobilité, c'est comme l'eau, c'est comme des biens finalement classiques où la TVA n'est pas à 20%. Donc il y a des vrais sujets. On ne peut pas parler de gratuité sans porter le débat national sur comment on finance tous les transports publics. Et le réseau de Dunkerque, c'est pas le réseau de Grenoble, c'est pas les mêmes. Il faut comparer ce qui est comparable. Après, moi, c'est un débat qui est, je trouve, passionnant, fondamentalement passionnant, politiquement passionnant. On évoque la gratuité, on évoquait tout à l'heure la difficulté de circuler pendant les travaux de requalification du rondeau. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer, pour faciliter les choses, au moins la gratuité du transport en commun pendant ces travaux pénalisants ? Le SMTC y travaille d'ailleurs, de trouver des solutions qui permettent, encore une fois, quotidiennement, en fait, surtout, d'amener du point A au point B les habitants en passant par les zones de travaux. C'est ça le sujet. Donc c'est ça, c'est ce qui est travaillé, c'est ce qui est imaginé. Pas simplement là où... Il y aura une montée en puissance des transports publics. Bien sûr. Pour et il faut qu'on soit sur le covoiturage aussi. Vous savez que si on fait la somme de toutes les places vides dans les voitures qui circulent dans la métropole tous les jours, c'est supérieur au nombre de gens transportés dans les transports en commun. Donc, la place libre dans une voiture devient un élément, une ressource nouvelle. Et il faut qu'on travaille à ça, parce que plus on mettra de gens covoiturant, moins il y aura de voitures sur la route, moins il y aura de bouchons, plus ça sera fluide. Donc, vous voyez qu'il y a un travail collectif à imaginer. Parlons des quelques grandes infrastructures. La métropole en gère désormais pas mal. Évoquons notamment Alpexpo, un outil essentiel au dynamisme économique de la métropole, moribond depuis quelques années, qui semble sortir un peu la tête de l'eau quand même. La région vous a proposé un partenariat. Elle attend encore une réponse. Écoutez le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Vous le savez, je suis très attentif au sujet d'Alpexpo, qui est un très beau site. On a fait une proposition à la fois au maire de Grenoble et au président de la métropole, en leur disant, moi, si vous nous confiez le site, je lance la rénovation tout de suite. La région a des moyens, Grenoble le mérite, et on lancera la rénovation tout de suite. J'aimerais bien avoir une réponse qui soit positive. Bon, vous n'avez pas reçu le courrier ? On travaille sur ce sujet avec Laurent Wauquiez et ses équipes depuis déjà longtemps, avec Yannick Neuder, et nous avançons, et voilà, et nous allons trouver une solution. Nous avons eu d'autres sujets où nous avons trouvé des solutions. Non, mais là, il dit ils n'ont pas répondu à mon courrier. Non, il y a des échanges. Il y a des échanges qui se passent. Et les choses avancent, en fait. Mais la métropole n'est pas prête de laisser partir Alpexpo dans les mains de la région. En fait, il ne faut pas voir les choses ainsi. Il faut voir, finalement, aujourd'hui, il y a deux entités qui ont la compétence économique, la métropole et la région. Nous avons créé une agence de développement économique région, métropole et département. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, on y est arrivé. N'empêche, on a été parmi les premières à faire les réunions de lancement de ces agences. Donc, on n'est pas les plus mauvais, quand même. Et là, on doit trouver finalement ce que doit être la nouvelle organisation. Et évidemment, on y est attentif. Et Laurent Wauquiez aura une réponse. Et elle se prépare. Bon, autre gros dossier, le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est désormais la métropole qui gère l'urbanisme sur les 49 communes qui la composent. Ce PLUI, il devrait sortir, comme on dit, en 2019. 3 ans de travail sur un document très technique dont on sait qu'il est souvent attaqué. 3 ans, est-ce que c'est pas trop court ? En fait, nous n'avions pas le choix. Si nous ne réalisions pas un plan local d'urbanisme intercommunal dans cette séquence, les communes retombaient au règlement national de l'urbanisme. Même celles qui avaient un PLU ? Celles qui avaient un PLU le gardaient. Ah. Celles qui avaient un PLU le gardaient, mais d'autres tombaient. Donc on a un vrai sujet de solidarité. Et en fait, celles qui ont déjà eu un PLU récent, finalement, ont déjà travaillé ce PLU dans une dynamique de PLUI. Il y a eu 40 réunions. Il y a eu des réunions constantes avec les communes, avec les maires, avec les équipes municipales. Il y a eu 5 conférences débats. Il y a eu près de 9000 contributions. Donc ça a été un espace de dialogue important. Mais évidemment, c'est une première étape.
Et nous aurons ensuite des révisions tous les 6 mois sur un certain nombre de questions, 2 fois par an, qui permettront finalement de faire évoluer le document au fil des années. Donc on prépare finalement la solidité des choses. Moi, je suis content d'entendre que certaines associations qui sont très attachées à ce débat public disent que finalement le débat a été de qualité avec la métropole, des panels citoyens, etc. Donc pas de risque de voir ce PLUI attaqué en justice chaque citoyen est libre d'aller en justice pour défendre les intérêts qu'il croit être les siens. Donc je ne vais pas dire l'inverse. Après, nous avons fait en sorte de faire le maximum pour cela, et nous verrons. Parmi les objectifs de ce PLUI, il y a conforter les polarités commerciales de proximité. Et il y a un dossier sur cette question qui secoue votre majorité, c'est le projet NERPIC à Saint-Martin-d'Air. Les élus grenoblois y sont très hostiles. Et vous êtes favorable ou pas au projet NERPIC de David Queiroz? En fait, le projet NERPIC, c'est un projet communal porté par la ville de Saint-Martin-d'Air, qui a eu à venir tout simplement dans le débat métropolitain parce qu'il a posé 2 questions. Ce n'est pas le sujet du déclassement d'un bout de voirie, la rue Galilée. Galilée s'est retrouvé au cœur des discussions métropolitaines, mais surtout parce qu'il a posé la question de l'équilibre entre les différentes centralités, l'équilibre métropolitain. Et là, en tant que président de la métropole, moi j'ai dit il est normal que le débat soit métropolitain sur ce sujet. Alors, le premier permis, qui est toujours valable, permis de construire NERPIC, c'est absolument pas soucié du sujet de l'équilibre métropolitain, du centre-ville de Grenoble, de Grand Place, de potentiellement ce qu'on pouvait faire sur Porte du Vercors. Ce premier projet, pour moi, était le plus toxique, était extrêmement toxique. Un deuxième projet est arrivé, qui a évolué finalement dans sa configuration. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu travailler pour faire en sorte que, tout simplement, aux surfaces commerciales qui étaient libérées et qui étaient créées par le projet NERPIC, il devait y avoir aussi tout simplement de la destruction de surfaces commerciales sur la commune de Saint-Martin-d'Air, notamment sur l'avenue Gabriel-Péry, avec tout simplement des réimplantations d'entreprises qui étaient sur ces lieux, sur NERPIC. Pas toutes, mais certaines. Il y a eu un vrai travail avec le promoteur, la ville de Saint-Martin-d'Air. On a créé un protocole qui est quand même assez original et unique, qui vise tout simplement à faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarchage des boutiques du centre-ville. Puisse y en avoir 2, c'est une possibilité, mais qu'il n'y ait pas de démarchage. On a mis en place un fonds qui est financé par tout simplement le promoteur et les entreprises, et puis ce qu'on appelle un comité d'enseigne, où là, on aura notre mot à dire. La métropole a 2 voix, le promoteur en a une, et la ville de Saint-Martin-d'Air en a une. Donc je comprends bien, il ne s'agissait pas de déshabiller le centre-ville de Grenoble pour habiller le nouveau centre de Saint-Martin-d'Air. J'entends bien. Est-ce que vous aurez les mêmes préoccupations, les mêmes attentions sur l'agrandissement de Grand Place qui est annoncé du côté des Chirolles? Oui, nous irons vers un protocole de la même façon, sauf s'il est attaqué. Le protocole de NERPIC est attaqué actuellement. Ce que je regrette, par des membres de la majorité d'ailleurs, ce que je regrette. J'ai du mal à comprendre comment on peut attaquer, alors que l'on est sur quelque chose qui vise à trouver un équilibre commercial à l'échelle de la métropole, et tout le monde l'a reconnu, que finalement on puisse attaquer sur le principe, le fondement de la liberté commerciale. C'est cocasse de la part de ceux qui attaquent, pour moi. Pardon, c'est la même majorité qui d'un côté attaque et de l'autre côté soutient. Je suis bien d'accord, c'est pas dans mon habitude. Quand une décision est prise dans une assemblée, je considère que le débat politique est fait et je ne l'amène pas dans les tribunaux. Donc, évidemment, je défendrai avec force, la métropole défendra avec force ses décisions. On considère que ce protocole est une bonne chose. Nous allons le refaire sur Grand Place. On verra si les mêmes élus votent contre. Là, il y a un vrai bras de fer avec la ville de Grenoble, on est d'accord? Oui, après, je pense que... Enfin, moi, j'ai écouté aussi les propos du maire de Grenoble, qui a considéré que ce protocole était une bonne chose. Oui, mais qui dit finalement, c'est pas si mal si certains attaquent, si certains collectifs attaquent en justice. Ça, je ne l'ai pas entendu. On vous repassera l'extrait. Cœur de ville, cœur de métropole, il nous reste 1 minute, mais on ne peut pas éluder le sujet. Vous avez fait une conférence de presse en avril pour dire finalement, on nous avait annoncé le chaos, et c'est loin d'être le chaos, c'est peut-être même le contraire. Les commerçants du centre-ville, quand même, annoncent une fréquentation en baisse, pour certains de 25%. On nous avait annoncé le chaos sur le plan de déplacement urbain. Ce n'est pas la réalité. Là-dessus, il y a un observatoire. Alors certains critiquent les données
De là, imaginer que nous puissions être dans la transformation des données, il faut arrêter, je dirais, d'imaginer ça. En fait, nous, on veut que ça fonctionne et on n'est pas là pour autre chose. Je ne nie pas qu'il y ait des difficultés chez certains commerçants, certaines zones de Grenoble, sur lesquelles il faut qu'on travaille et que nous travaillons. Parce que ça veut dire quoi? Il faut qu'on travaille. Ça veut dire qu'il faut qu'on aide tout simplement ces secteurs-là pour essayer, je dirais, de les rendre encore plus attractifs, qu'on soit à leur côté. On a déjà mis en place un fonds métropolitain qui est très utilisé. Il peut y avoir un fonds d'indemnisation là, sur ces commerçants-là? C'est un peu tard. C'est un peu tard pour celui-là. Par contre, on a exonéré de la redevance d'occupation du domaine public qui représente des sommes qui sont importantes. Donc, on est toujours attentif à ça. Et puis, on a des secteurs qui sont plus compliqués. Après, en moyenne, le taux de vacances n'est pas mauvais. Il faut qu'on l'améliore toujours. Mais on a des zones où c'est plus compliqué. Et moi, je suis très attentif à ces zones-là. J'écoute. Je vais en ville aussi. Vous savez, je discute avec les commerçants et qui me parlent avec attention. Après, il y a d'autres sujets d'attractivité du centre-ville, etc., qu'il nous faut travailler. Mais évidemment. Oui, j'entends quand même qu'il y a des dispositifs qui peuvent se mettre en place encore pour accompagner ceux qui souffrent le plus. Oui, bien sûr. Christophe Ferrari, merci d'avoir fait ce point en début d'année pour cette rentrée. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ces sujets métropolitains qui n'ont pas fini d'alimenter l'actualité. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour la question bonus à Christophe Ferrari et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.